Une très ancienne tradition, transmise par un historien savoyard du XVIIe siècle, le père Faudéré, veut que jadis à Léminck, au sommet d'une tour édifiée par quelques légendaires héros, un fanal avait pour mission d'éclairer de nuit et d'empêcher ainsi les voyageurs de s'égarer. En tout cas, c'est ce que vous lisez du récit historique que vous tenez dans vos mains, tandis que vous vous tenez sur le seuil de cette vieille église. Un monument massif, plus long que haut, dont la façade semble souffrir de nombreux mystères. Des arches d'accès murées de chaque côté d'une porte courbée sous le poids de l'âge, plusieurs éléments d'architecture entremêlés sur la façade, une plaque en pierre gravée fichée dans un coin du mur, un écriteau affichant ancien cimetière de Léminck, alors qu'aucune sépulture ne semble visible depuis son entrée, à l'exception d'un unique mausolée. Autant vous dire qu'entre le lieu de passage décrit comme une station gallo-romaine dans votre brochure et cet énigmatique édifice qui se dresse devant vous, il semble y avoir des questions à se poser. D'autant plus que les quelques recherches préalables à votre visite ont loué ce lieu comme une église priorale de Chambéry emplie d'histoire, mais surtout recelant en sa crypte un merveilleux trésor. Laura et moi sommes à vos côtés sur cet étrange palier, et croyez-moi, nous avons nous aussi un sacré paquet de questions. Et pour répondre à toutes ces questions, il faut pouvoir se pencher sur l'historique de Léminck. Et cet historique, il remonte il y a très longtemps, car de très nombreuses fouilles archéologiques ont été faites à Léminck, et certaines ont dénoté des poteries de proto-histoire, dont j'ai pas la date précise malheureusement à vous donner, mais voilà, en 2016 on a retrouvé des poteries de proto-histoire. Ensuite, plus précise cette fois-ci, il y a eu des fouilles entre 1830, 1850, 51 qui ont trouvé des pièces de monnaie dans les faubourgs alentours, et notamment dans le clos de Savoiroux, des monnaies diverses du 1er au 4e siècle. Donc on y a des sesterces de Marc Aurèle ou de Gordien III, des deniers d'Auguste qui sont même vastement précis parce que du coup ils sont au type d'Armenia Capta, c'est-à-dire la commémoration de la victoire d'Auguste sur l'Arménie au 18 et 19 avant JC. Donc on a une date vraiment à l'année presque. À l'année presque, tout à fait. Ensuite nous avons une figuration de Léminck sur la table de Pottinger, qui est une table que les historiens connaîtront, parce qu'en gros, elle fait la géométrie un petit peu de tous les transits qu'il y avait, que ce soit des transits commerciaux, ou voilà, c'est une immense carte entre l'Italie et le nord de l'Europe. Et sur cette carte, on y voit à la place de Léminck écrit Léminco, donc comme quoi Léminck était visiblement déjà perçu sur ces cartes-là de l'époque. Comme lieu de passage important, du coup, on pourrait dire. Tout à fait. Si elle est sur les... Si j'ai bien compris, la table de Pettinger est une grande cartographie des routes, en fait, disponibles à l'époque. Et si elle y apparaît, c'est donc que, a priori, c'est un lieu de passage assez important. Très clairement. Et ce lieu de passage va être confirmé d'ailleurs, puisque la ville de Lémenkoum est mentionnée au IIIe siècle et au IVe siècle dans ce qu'on a appelé l'itinéraire d'Antonin, qui est un livret de poste, qui atteste de ce grand flux de passages de transports commerciaux à Léminck. Ensuite, des fouilles faites par l'INRAP en avril 2015 ont un petit peu fait ressurgir une église pré-romane qui se trouve sur un site légèrement en contrebas de l'église actuelle, que vous voyez actuellement sur la carte. Et en fur et à mesure des fouilles, on a trouvé ensuite des constructions romanes. Donc il y a une rotonde qu'on estime carolingienne et qui a été à plusieurs reprises source d'un réemploi, d'une réutilisation de ce qu'on a trouvé autour. Et cette rotonde est visiblement le point central à partir duquel a été construit tout ce qu'il y a autour. Et dans ces recherches archéologiques, on a aussi trouvé ce qui semble être les vestiges d'une statue de Mercure. Donc on a 3 doigts et le caducée de Mercure, qui aurait été d'une statue qu'on estime à peu près 2,50 m de haut. Du coup, ça irait... Cette statue, elle figurerait quoi? Elle aurait eu quel emploi? L'importance de cette taille, surtout, présume que ce serait une statue de temple. Donc un temple à Mercure sur une voie de passage, ça paraît logique. Et on estime que il y a eu un temple autour de Léminck, on ne sait pas précisément où, parce que les doigts ont été retrouvés vraiment aux alentours de Saint-Pierre-de-Léminck, où maintenant il y a beaucoup de choses construites, et des bâtiments et des maisons, un lotissement entier. Les fouilles sont plus possibles, oui. Les fouilles sont plus possibles,
Des suites de cette rotonde ont été construites après une nef qui est actuellement la nef de la crypte, dont vous allez voir les modifications au fur et à mesure. Au fur et à mesure, l'Eminck a évolué. On a des traces de l'Eminck. La plus précise dont tu vas parler juste après, c'est de 866, donc elle a appartenu à la reine Tiberge. Ensuite, en 1016, elle a appartenu à la reine Ermengarde, donc vous voyez déjà qu'il y avait beaucoup de passages à l'Eminck et de passages de main de l'Eminck. En 1032, elle a été donnée à l'abbaye de Saint-Martin-d'Aunay aux bénédictins. Les bénédictins qui ont vécu à l'Eminck pendant plus de 600 ans. C'est pas rien, effectivement. Voilà, c'est pas rien, et qui ont forcément amené beaucoup de modifications structurelles à l'église et au lieu, notamment par l'expansion de leur couvent, car à la base ils étaient très très peu, moins d'une dizaine. On parle de 7 moines à l'Eminck au début. Donc ça a amené énormément de modifications, la paroisse forcément s'est accrue au fur et à mesure des années, et tu vas en parler dans la partie personnalité, on va voir que beaucoup de monde est passé à l'Eminck. Oui, beaucoup de monde. Et du coup, des constructions ont été faites, dont on va revenir aussi dessus, énormément de constructions de chapelles, comme vous voyez là sur l'évolution en ce moment à l'écran. Au XVe siècle, on a construit de nombreuses chapelles latérales. C'est assez visible, effectivement, sur le schéma. Assez perceptible, oui. Le 8 septembre 1445, le clocher a brûlé, les cloches également. Forcément, ça a modifié la structure extérieure de l'église. En 1488 et 1490, on a demandé des subsides à la ville, c'est-à-dire des sous, pour prolonger le chœur vers l'est et pouvoir construire des contreforts pour que l'église soit plus solide et tienne un petit peu plus les outrages du temps. On a également construit des voûtes d'ogive, donc c'est là où elle a commencé à se modifier de manière gothique, qui ont remplacé les plafonds lambrissés. On a commencé à placer au-dessus de la façade les armoiries de la maison Chevron-Villette qui ont beaucoup contribué à pouvoir payer ce chantier qui a continué jusqu'en 1513. Des travaux de grande ampleur, donc. Des travaux de très grande ampleur, de surélévation de l'église à une grande échelle. C'est vrai qu'on voit encore les différences de style, parce qu'elle n'a pas complètement effacé ses éléments romans. On a vraiment un mélange de roman et de gothique assez flagrant. On a notamment les arrondis des parvis des chapelles, typiques de l'architecture romane. Et c'est vrai que du coup, ça fait une espèce de patchwork. On a plutôt l'habitude de voir des églises soit résolument gothiques, soit résolument romanes. Peu ont été comme ça rénovées. Remise à neuf. Alors oui, des fois on a des structures romanes très carrées sur lesquelles on a ajouté des arches, on a ajouté des contreforts extrêmement esthétiques, extrêmement gothiques, et donc on peut percevoir comme ça deux grosses évolutions. Mais à l'Eminck, c'est vrai que la façade elle-même nous montre du Moyen-Âge, du romain, du gothique. On a énormément d'ajouts qui ont été faits, très personnalisés. Et ce qui fait que cette église, il n'en sort pas de structure, comme tu disais, cohérente et généralisée. Oui, tout à fait. Et alors que c'est quand même une église, maintenant, de taille assez modeste au final. On a beaucoup de styles sur une petite surface dans une église. C'est assez moyenne, on peut le dire, en termes de taille, mais d'importance historique. Clairement. Et d'ailleurs, la date suivante va confirmer ce que tu dis, puisqu'en 1553 a été rajouté un clocheton Renaissance, donc encore une modification perceptible. En 1616, les bénédictins vont laisser la place aux feuillants, un peu malgré eux d'ailleurs. Puisqu'ils ont mis très longtemps à vouloir partir sous la demande du pape Clément VIII. Accepter même de partir. Accepter de partir. Donc les feuillants eux-mêmes vont venir ajouter des modifications au couvent. En 1705 jusqu'en 1717, on va réparer la voûte de l'église, on va allonger la flèche, on va crépir le clocher qui deviendra maintenant l'éminent clocher rouge connu de l'Eminck, et on en reparlera après, un clocher qui va disparaître. En 1763, on a incliné et rehaussé la toiture, déjà pour pouvoir accueillir la neige et pour pouvoir mieux disperser l'humidité sur la toiture de l'église. L'humidité qui est un vrai problème sur le site. Qui est un vrai problème encore actuel sur le site. Le 1er juin 1793, avec la Révolution, c'est un petit peu l'hécatombe pour l'Eminck, puisque la Révolution fait que les feuillants sont obligés de quitter le couvent. Et les paysans viennent détruire, ils ont détruit le clocher rouge, ils ont détruit le jubé, et des stèles sont enlevées dans l'église. Elle a été énormément détériorée, tous les biens de l'église ont été détériorés, les reliques ont dû être cachées. On a d'ailleurs une des reliques qui est maintenant l'une des reliques principales de l'église, celle de Saint-Concor, a été cachée à ce moment-là pour pouvoir survivre à l'assaut. En 1799, le couvent et tout ce qui est autour, l'église de l'Eminck, a été vendu à un certain Mark Beard et vendu sous forme de plusieurs transactions par la suite à de nombreux
propriétaires terriens, pour finir en 1807 par être cédé aux Sœurs de la Visitation, qui donc vont y émettre un petit peu une grande influence sur le couvent de Léminck, vont être très présents dans les années qui suivent, notamment que ce soit sur le culte ou sur l'aménagement du couvent et de l'église. Elles ont un petit peu, on pourrait dire qu'elles ont un peu repris possession des lieux qui avaient été un petit bien abîmés, j'irais pas jusqu'à dire désacralisés, mais par la Révolution, qui avaient été bien impactés par la Révolution. Très clairement. Elles l'ont bien repris en main dans le cadre religieux. Oui, totalement. À tel point qu'elles vont, elles aussi, commencer à faire des travaux de rénovation, que ce soit des reliques ou du lieu lui-même. Et en 1828, on va avoir un énorme chantier qui consiste à rehausser l'église d'1 mètre. Mais le sol de l'église va monter d'1 mètre. On en reparlera après, ça a amené beaucoup d'aménagements au niveau funéraire. L'humidité va les forcer à repenser le lieu, à refaire de façon à ce que les pièces arrêtent d'être détériorées. Et on en reparlera également sur la crypte qui a aussi souffert de l'humidité à ce moment-là. On va avoir par la suite, en 1944, donc vous voyez plus de 100 ans plus tard, les bombardements qui vont surtout toucher le couvent qui est adjacent à l'église. Heureusement l'église, Ils sont tombés à côté de l'église, oui. Voilà, l'église sera épargnée, mais le couvent va quand même beaucoup souffrir de ces bombardements. Jusqu'à dans la fin des années 50, on va totalement détruire le cimetière de Léminck pour y construire un parking. Ce parking. Voilà, grosse désolation pour nous dans nos recherches et dans ce qu'on est en train de vous rendre dans ce podcast, parce que toutes les traces des sépultures et de ce cimetière vont être totalement dispersées, vont être totalement explosées. On n'aura aucune information à vous donner précisément sur les personnes inhumées, en tout cas les personnes moins connues inhumées à Léminck que celles dont on va traiter après. Alors, on n'a pas de traçabilité des dépouilles, comme voilà. On va le dire pouvoir plus loin, on n'a vraiment aucune traçabilité des restes mortels et des bâtiments qui étaient là, ce qu'ils sont devenus, s'ils ont été réemployés, etc. C'est vrai que c'est un grand Aucun grand moyen problème. de savoir d'ailleurs si les gens sont encore enterrés sous le parking ou si ça a été modifié. On parle quand même d'un grand mouvement des dépouilles vers un ossuaire commun, mais on ne sait même pas. On sait pas lequel. On ne sait pas lequel et on ne sait pas qui. Donc voilà, cet réaménagement en parking a été vraiment une désolation du point de vue funéraire. Pour ensuite qu'il y ait un déplacement de l'autel de la chapelle de la Sainte Vierge, donc qui passe du sous-sol vers le côté de la chapelle, en 1974, pour finir sur en 1977 le vol de 12 reliques importantes à Léminck, qui sont les 12 apôtres. Il n'en reste actuellement qu'une et demie, dont on en reparlera après. Mais voilà, tout ça pour vous dire que à travers les années, Léminck a connu énormément de modifications, mais ce qui apparaît de façon la plus évidente, c'est la multiplication des chapelles au XVe siècle. Elles ont été édifiées ou patronnées aux alentours par diverses personnalités qui ont vu tout simplement passer la paroisse de Léminck. On a des traces de Léminck très tôt, puisque c'est au IXe siècle, en 866 très précisément, qu'on a la première mention écrite indiscutable. Il se trouve qu'on a une autre mention au VIe siècle, un petit peu fragile, un petit peu bancale. On soupçonne les bénédictins qui n'étaient pas en place au VIe siècle, d'avoir réécrit leur histoire a posteriori, au moment où ils occupaient Léminck, pour un petit peu l'enjoliver, écrire un petit peu leur légende dorée. Faire une destinée des bénédictins en Savoie. La date, il me semble que c'est 546, qui ne se trouve que dans leurs écrits à eux, à la paroisse de Donnay. C'est exact, on n'a pas de traces autres que cette unique occurrence corroborée par au final rien, qui nous permettent de dater de façon certaine Léminck en tant que lieu de culte chrétien de façon antérieure à 866. Alors, cette première mention, elle mérite un petit peu d'être développée, parce que c'est quand même ce qu'on appellera une affaire d'État. À l'époque, Lothaire II est roi des Francs. Lothaire II qui est l'arrière-petit-fils de Charlemagne. Il est marié à Thiberge, qui se trouve ne pas lui donner d'enfant. Il n'y a pas d'héritier au royaume. Lothaire décide de la répudier au profit de sa concubine avec laquelle il a déjà des enfants. Du coup, il décide, pour faire annuler son mariage, de l'accuser de relations incestueuses avec son frère. C'est pas si simple que ça, à l'époque, de faire annuler un mariage. L'inceste, ça paraît assez commode. Du coup, on fait dans les coups bas pour contourner les lois en vigueur à l'époque. Et pour être bien sûr, on l'emprisonne. Il va trouver une poignée d'évêques pour annuler sa précédente union et valider la nouvelle. Mais on va voir que c'est pas gagné-gagné. Parce que les évêques, ça suffit pas, il me semble. Alors, s'ils sont une écrasante majorité, ça peut suffire. Là, c'est pas le cas. On parle d'un roi quand même, c'est un mariage royal. C'est un mariage royal, tout à fait. Donc quelques-uns vont plier au final à la supplique du roi. J'imagine qu'elle n'a pas forcément été formulée de façon très amicale non plus.
Par contre, l'écrasante majorité du pouvoir religieux et royal s'y oppose. On va voir que l'archevêque de Reims, qui est l'archevêque qui sacre les rois, quand même pas rien, s'y oppose. Les deux oncles de Lothaire II, qui sont Charles le Chauve, auprès de qui Thiberge aura trouvé refuge, et Louis le Germanique, sont les petits-fils de Charlemagne, les héritiers de l'Empire, au moment du partage en trois de Charlemagne. Et ça a dû remonter jusqu'au pape, du coup, cette histoire. Tout à fait. Ils s'y opposent formellement et ils le font remonter jusqu'au pape, qui refuse, lui, en bloc, de faire reconnaître le mariage, à tel point que son successeur va excommunier la pauvre Waldrade de façon à clore le dossier. Comme ça, elle n'est plus chrétienne, on ne peut plus la marier, de facto, c'est invalidé. Dans toutes ces péripéties, Thiberge va quand même s'en sortir de manière assez honorable, puisque déjà Lothaire va être obligé de la reprendre, dans un premier temps. Mais pour la répudier, il lui a offert une espèce de contrepartie. Donc des terres pour, je pense, essayer de l'exiler là-bas et surtout qu'elle ne fasse plus de bruit. En 866, dans ce qui deviendra des siècles et des siècles plus tard, un acte notarié. Mais c'est quelque chose qui existe, qui est mentionné de façon écrite, c'est un don, un legs, de manière formelle et reconnue par l'Église. Ce qui s'appelait à l'époque une villa d'ailleurs, c'était pas une maison comme nous on l'entend la villa, c'était une étendue de terre avec tout ce qui s'y trouvait, à savoir souvent des villages, des paroisses, etc. C'était des domaines, tout à fait, c'était des domaines royaux, c'est une villa royale à l'époque, dont la paroisse de Léminck, donc qui figure dans cet acte de 866 au même titre qu'Aix-les-Bains. C'est donc la première mention de Léminck en 866 dans les écrits officiels administratifs. Pendant 2 siècles ensuite, on va moins ou quasiment plus entendre parler de Léminck, jusqu'en 1016, où Rodolphe III, roi de Bourgogne, le donne à sa femme Ermengarde. Encore un roi, du coup. Encore une reine, j'ai envie de dire. On a beaucoup de femmes qui ont imprégné l'histoire de Léminck. Ermengarde, qui est la sœur d'Humbert au Blanchepin, qui est le progéniteur de la maison de Savoie. En plus des rois et des reines, Léminck a vu le passage de 2 papes. Pascal II et Innocent IV, qui sont passés respectivement en 1107 et en 1244. Un passage qui, déjà, n'est pas passé inaperçu de par la simple présence du souverain pontife, c'est déjà pas rien, mais ils ont également laissé des reliques des saints martyrs, les reliques des 4 couronnés, desquelles on reparlera un petit peu ultérieurement, donc on y reviendra. On a également celui qui deviendra saint Concorde, encore un saint, qui meurt à Léminck en 1176. Son gisant est toujours visible d'ailleurs dans l'entrée de l'église, donc une personnalité de premier plan à l'époque et encore maintenant. Encore aujourd'hui. On continue dans les saints, et même les rois saints. On va aller plus loin. En 1271, c'est la dépouille mortelle de Saint Louis, de retour de Tunis pour être inhumé dans la basilique de Saint-Denis, qui passera à Léminck. Le duc Philippe II de Savoie, qui était le père de Louise de Savoie, et donc de facto le grand-père de François Ier, toujours dans la royauté, et Marie-Marthe Chambon, qui elle est en cours de canonisation, toujours dans les saints, qui est une sœur de la Visitation, marqueront également profondément l'histoire du lieu. On reviendra un petit peu sur leurs histoires aussi. Tout au long de son histoire, c'est vraiment la construction et le patronage des chapelles que les personnes importantes et influentes vont investir pour essayer de se démarquer et de briller un petit peu. Il va y avoir une espèce de compétition, de surenchère à la chapelle, à Léminck. Donc on va retrouver parmi les patrons de ces chapelles et constructeurs de ces chapelles 2 familles qui sont extrêmement influentes, extrêmement anciennes dans la ville. Ça va être les Chabot et les Bonivard, qui sont à l'époque extrêmement connus, extrêmement influents. Alors, pourquoi les chapelles ? Tout simplement pour s'y faire inhumer. À l'époque, et pendant très longtemps, l'inhumation ad sanctos a été privilégiée. Qu'est-ce que c'est l'inhumation ad sanctos ? C'est se faire inhumer au plus près des saints, au plus près de leurs reliques, au plus près de l'église, à l'intérieur même de l'église, si l'église ne dispose pas de reliques. L'idée, c'est de se faire inhumer au plus près de Dieu, dans le but de gagner sa place au paradis, si possible, la plus confortable possible. Dans les bonnes grâces. Dans les bonnes grâces, tout à fait. Alors, pourquoi se faire enterrer à Léminck ? Tout simplement parce que pendant des siècles, depuis quasiment l'origine du site et jusqu'en 1793, Léminck est le lieu incontournable du funéraire de la région. On y naît, on y meurt, on se fait baptiser et en général, on reçoit l'extrême onction et on se fait inhumer sur le site de Léminck.
Mais du coup, si c'était à ce point-là un lieu funéraire important, comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand on va à l'ancien cimetière, on n'y voit rien ? Alors, comme tu le disais tout à l'heure, il a été vidé, il a été massacré, si j'ose le mot, pour construire un parking. Mais il reste quand même quelques petites sépultures qui sont, mine de rien, assez notables. Au-delà du monument funéraire du comte de Boigne lui-même, qui est dans l'église, on peut voir le caveau de la famille de Boigne, qui a été extrêmement bienfaitrice de la ville de Chambéry. Le comte de Boigne a donné extrêmement d'argent pour la ville. Il a même une rue qui est à son nom, la rue de Boigne, qui est très connue, la rue des Arcades, une des rues principales de Chambéry. Une famille donc qui a compté dans l'histoire de la ville. On a également le caveau des Brascorins de Savoiroux, sous la forme d'une très jolie chapelle, la plus imposante et la dernière du cimetière. Les Brascorins de Savoiroux, qui eux étaient une grande famille, comme le montre le domaine de Savoiroux, attenant immédiatement à Léminck, c'est marqué dessus, comme le port-salut, qui eux effectivement ont connu, comme nous disait Madame Daquin, ont connu un petit peu des soucis au moment du rattachement de la Savoie à la France, parce que c'est quelque chose qui est historiquement assez complexe. On a exigé certaines choses des nobles et des notables et qui n'étaient pas forcément tout le temps faisables. Donc souvent, ils ont dû choisir. On ne va pas se cacher que beaucoup ont choisi l'Italie, quand même. Ensuite, on a une magnifique, et mon sens c'est ma préférée, la sépulture de l'Ange, qui est la sépulture de Benoît Bouvier, né en 1807 et décédé en 1885, et qui était prêtre, chanoine honoraire et aumônier au monastère de la Visitation, et qui a un magnifique ange en bronze sur sa sépulture, tout simplement parce que son surnom c'était l'ange des Monts, domaine des Monts qui est situé sur les hauteurs de Chambéry. On a aussi Claude Melchior Raymond, qui était avocat, mais surtout qui était directeur du Courrier des Alpes, revue assez populaire au XVIIIe siècle, mais surtout il a hérité du domaine des Charmettes, que vous connaissez forcément si vous avez lu les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, qui se situe donc domaine des Charmettes à Chambéry, bien sûr, là où il a vécu les plus heureuses années de sa vie en compagnie de Madame de Warens. Madame de Warens qui était également inhumée à Léminck, sauf que comme elle est morte dans la pauvreté, elle a été inhumée en terrain commun, ce qu'on appelle populairement la fosse commune. Donc du coup, et malheureusement, sa dépouille est un petit peu partie dans les limbes de la rénovation du cimetière. Elle a disparu, on ne sait pas où est Madame de Warens actuellement. Donc tout ce qui subsiste de Madame de Warens, c'est sur la plaque à l'entrée du cimetière, c'est écrit ancien cimetière où a été inhumée Madame de Warens, sûrement histoire d'attirer le regard des touristes qui pourraient éventuellement passer à Léminck, même si c'est excentré par rapport à Chambéry. Et donc pour vous donner un petit peu l'idée de, même si vous avez eu les photos, quand on arrive devant cette grille, on a une haie de végétation, on a un jardin. Au fond, on y voit le mausolée des Brascorins de Savoiroux qui sort un petit peu du sol et on aperçoit très peu les autres. C'est juste en rentrant dans le cimetière qu'on aperçoit sur notre gauche ce curieux obélisque. Tout à fait, Claude Melchior Raymond a été inhumé sous un obélisque, c'est assez rigolo. Ce qui est déjà en soi de façon assez atypique. Nous avons sur la droite cette magnifique tombe avec l'ange assis dessus que vous avez vu également et un mausolée beaucoup plus classique, beaucoup plus moderne. Qui s'apparente à un caveau un petit peu moderne, oui. Qui est celui de la famille de Boigne. Mais du coup, on vient de parler de ceux qui sont présents actuellement, mais est-ce qu'il reste des traces funéraires à Léminck perceptibles encore aujourd'hui, à part ce cimetière malheureusement hyper dépouillé ? Alors, pour un œil un petit peu exercé, oui, il en reste quand même beaucoup. Notamment, tu évoquais tout à l'heure la surélévation du sol de l'église. Tout à fait. L'église a été pavée de pierres tumulaires, de dalles funéraires, qui s'étalent du 15e au 18e, à la fin du 18e siècle même, pour être très précis. Donc le détail s'affiche à l'écran, il y en a quand même un certain nombre, on a pu en répertorier à peu près 14, et on peut voir que c'est assez varié. On va avoir des religieux, on va avoir des artisans, on va même avoir la fille d'un trésorier qui ont été inhumés au final à Léminck. Et alors on ne sait pas, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, on ne sait pas si les personnes sont toujours sous le sol de l'église. Même un mètre plus bas, mais peut-être encore enterrés en dessous. Comme les inhumations ad sanctos, on ne sait pas si les pierres tumulaires ont été prises dans ce qui était à l'époque le cimetière de Léminck. On a des informations, on a des noms, mais il est vrai qu'on n'a pas forcément le détail de comment elles sont arrivées
Là, on peut supposer que le dallage était déjà présent, notamment sur celle du 15e, parce que les inscriptions sont quand même bien abîmées. On voit bien le passage des gens, ce qui corrobore aussi l'hypothèse d'une inhumation ad sanctos, c'est-à-dire que c'est des gens qui reposaient déjà sous l'église au plus près des saints. On a également de visu les anciennes chapelles funéraires, vraiment, qui sont de part et d'autre du portique. On peut avoir, qui étaient d'ailleurs en fonction jusqu'à il n'y a pas si longtemps, parce qu'on le verra plus tard, elles ont été murées 2 fois. Elles ont été murées une première fois pour en condamner l'entrée principale et ne laisser qu'un petit orifice afin qu'on puisse faire une présentation de cercueil jusqu'à récemment. Et ensuite, même cette entrée-là, cette petite entrée du cercueil a été murée quand la chapelle a cessé d'être en fonction. Dans un autre temps, on peut voir différentes, notamment la stèle funéraire qui est à l'entrée au-dessus des chapelles aussi, quelques petits indices comme ça, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont disparu. Oui, très clairement. Donc déjà, en premier lieu, il y a une chapelle qui s'appelait la Capita Mortuorum, dont on regrette, nous, de ne pas pouvoir avoir de traces perceptibles, qui était visiblement l'ossuaire le plus important de Léminck et des environs de Chambéry. Un ossuaire dont vous avez ici une description à l'écran qui semble en effet quelque chose de massif et d'impressionnant, qu'on a appelé la chapelle des eaux rangées, et qui est une chapelle dont il ne reste rien aujourd'hui. On sait où elle se situait, on sait qu'elle était tout de suite sur la droite à l'entrée de l'église, mais voilà, on n'a aucune perception aujourd'hui de ce qu'était cette chapelle à l'époque, et aucune trace visible, ou une photographie, ou dessin, ou autre. Une trace iconographique de l'ossuaire, absolument. On a également la chapelle du Saint-Sépulcre, qui a totalement disparu. Chapelle souterraine, si on peut dire, qui se situait derrière le chœur de l'église, derrière la fin de la nef, qui, elle, était à vocation funéraire également, mais dont on n'a plus rien, à part peut-être 2 commencements de pans de mur, et encore. On a aussi le charnier. On sait qu'il existait, on a des témoignages, mais on sait même où il se situait. Il était adjacent à la chapelle Saint-Martin, tout de suite à la droite à l'entrée. Exact. Mais pareil, plus rien. La seule trace à peu près perceptible d'une chapelle funéraire, c'était la chapelle où se faisaient les offices funéraires à Léminck. Dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, qui est en fait... une entrée est perceptible derrière la chaire, sur le petit escalier qui conduit à la chaire à l'intérieur de l'église. Mais comme on a construit le couvent à côté et aujourd'hui un lotissement, du coup, cette chapelle a totalement disparu également. Autre disparition notable en termes de funéraire, c'est le mausolée de Philippe II de Savoie, le grand-père de François Ier, qu'on a déjà évoqué un peu plus tôt, ainsi que celle de ses reliques, parce que le cœur, le cerveau et les entrailles étaient conservés au sein de ce mausolée dans la chapelle qui a été détruit à la Révolution. Ça fait partie des nombreuses pertes. Est-ce qu'il y a d'autres reliques qui ont marqué un petit peu l'histoire du site ? Alors on a des traces en 1399 de reliques nombreuses dans une châsse recouverte d'argent qui était au-dessus du grand autel, donc en plein centre de l'église. 2 d'entre elles d'ailleurs sont supposées être les reliques dont tu parlais tout à l'heure, déposées par les papes, les reliques de Saint-Martyr du coup. Dont on n'a plus vraiment de traces aujourd'hui. On ne sait pas où sont passées ces reliques-là, donc peut-être un vol, peut-être destruction à la Révolution. Là-dessus, on n'a pas de traces perceptibles, mais par contre, il reste encore de nombreuses reliques à Léminck, et c'est assez impressionnant le nombre de reliques qu'on a pu percevoir pour une église aussi petite, au final. Donc c'est vrai qu'on n'est pas allé voir le trésor de la cathédrale de Chambéry, mais on s'attendrait à ce que la majeure partie des reliques soit quand même là-bas. Il y en a vraiment un grand nombre à Léminck, ça a été une bonne surprise pour nous. La majeure partie conservée dans la sacristie, donc pas forcément visible au grand public, on a eu la chance de pouvoir y aller. Mais pour un si petit lieu, parce que c'est vrai que c'est quand même assez exigu, assez restreint, on a vraiment un foisonnement de reliques, que ce soit Saint-François de Sales, que ce soit Sainte-Apollonie. On a même, si tu veux nous en parler un petit peu plus, la relique de Saint-Matthieu, la fameuse relique de Saint-Matthieu. Oui, tout à fait, une relique de Saint-Matthieu qui se trouve en fait dépouillée de la statue reliquaire dans laquelle elle se trouvait, parce que, encore une fois, je vous renvoie au début du podcast, quand je vous ai dit qu'en 1977, ces statues reliquaires avaient été volées. Je ne sais pas si les voleurs ont été, entre guillemets, aperçus, s'il y a eu un témoin qui les a arrêtés dans leur mouvement, mais il reste aujourd'hui 2 reliques, des 12 apôtres présents à Léminck, qui sont les reliques de Saint Thomas et de Saint Matthieu. La statue reliquaire de Saint Thomas est entière, elle est encore visible aujourd'hui, vous la voyez maintenant à l'écran,
Mais la relique de Saint Matthieu, il n'en reste que le petit encart reliquaire qui était incrusté dans la statue reliquaire. Et grâce, entre guillemets, malheureusement, à cette détérioration, on a pu voir l'arrière du reliquaire, qui est tout simplement un sceau, parce qu'il faut savoir qu'à chaque rénovation de relique, on a une personnalité religieuse qui atteste de l'authenticité de la relique et du fait de l'avoir modifiée sous les bonnes conformités. Et ce sceau de cire porte souvent l'effigie de l'instance qui a permis cette modification. Et en l'occurrence, j'ai pu identifier le sceau de cire et définir que c'était le cardinal Billet, qui a été cardinal en 1800. Et ça nous a permis de dater la rénovation de ces reliques entre le fait qu'il a été cardinal sous Pie IX en 1861 et son décès en 1873. Il semblerait qu'il y ait eu beaucoup de modifications des reliques dans la même période, car je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup. Oui, c'est vrai que les statues reliquaires que vous pouvez voir à l'écran ont quand même quelque chose d'assez... beaucoup de points communs. Uniforme. En termes voilà, une certaine uniformité en termes d'histoire de l'art. Je ne sais pas s'il y a des historiens de l'art parmi vous qui pourront nous éclairer, mais effectivement, il y a quand même une certaine unicité dans le style des statues, dans les matières, dans les matériaux employés aussi. Une uniformité qu'on est à même de penser comme une rénovation globale de toutes les reliques présentes à Léminck. Pendant cette période où les Sœurs de la Visitation s'y trouvaient, on a notamment l'une des reliques les plus importantes de Léminck aussi, qui est celle de Conchobar, c'est-à-dire Saint Concor, qui était un archevêque d'Armagh en Irlande, qui est tombé en 1176 en odeur de sainteté. Et du coup, qu'est-ce qui me fait dire que les Sœurs de la Visitation ont rénové cette relique ? C'est parce qu'elles ont été authentifiées à Rome en 1854, donc dans la période où les Sœurs de la Visitation étaient à Léminck. Ainsi, elles ont aussi été placées en 1902 dans une châsse en bois. Donc voilà, les modifications étaient vraiment dans la période des Sœurs de la Visitation. Et également parce que les fondateurs de l'ordre de la Visitation, qui sont Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, se retrouvent adjacents à l'une des reliques qui semblent les plus importantes de Léminck. Et qu'est-ce qui te fait dire que cette relique est plus importante que les autres, peut-être ? Déjà, d'un point de vue chronologique, parce que il s'agit de la relique de Saint Clair, qui est un saint qui est décédé au 7e siècle, donc bien antérieur aux deux reliques qui s'y trouvent dans cette statue reliquaire. Quelle importance tu penses qu'il peut avoir eu et c'est vrai qu'il a une place un petit peu privilégiée au sein de l'Église, il est quand même au centre du cœur, c'est quand même pas rien, on est en droit de se dire que peut-être on a voulu le démarquer, lui donner plus d'importance. Et ce saint patronne qui ? Justement, comme tu le dis, il est au centre de l'actuelle nef de l'église, entre les deux statues de l'Annonciation. Alors bien sûr, c'est pas sa place initiale, car il y avait à cette place d'autres reliques par le passé, mais Saint Clair est le patron de la clairvoyance, le patron de la vision. Donc actuellement, c'est le patron des oculistes. Ils sont aussi chargés de la vision. Voilà, mais à l'époque, il avait visiblement la particularité de pouvoir soigner tout ce qui avait attrait au fait de voir clair. Donc ça peut être d'un point de vue tout à fait réaliste du fait d'être aveugle ou d'être malvoyant, mais c'était également la clairvoyance et pour les mains qui est une voie de passage, la clairvoyance de savoir où on va, où se mène notre périple, quel est notre objectif actuel, et donc on se tournait beaucoup vers Saint Clair pour essayer d'éclairer nos doutes sur l'avenir ou sur notre pèlerinage. On est en droit de se dire que c'était un saint qui était peut-être particulièrement vénéré à Léminck, en tout cas à l'origine du site. Alors là, on est tout à fait sur l'hypothèse absolue. Il n'y a absolument rien dans nos recherches qui ont attesté de ce que nous sommes en train de dire. C'est de la spéculation pure et dure et je laisse les spécialistes nous compléter en commentaire s'ils le souhaitent. Le fait est que le 7e siècle, l'époque romaine, l'époque pré-romane, la construction de la rotonde, le réaménagement de la rotonde aurait pu faire que cette fameuse rotonde était un martyrium sur lequel on venait en pèlerinage voir Saint Clair, en tout cas la relique de Saint Clair. Donc là, on est dans la spéculation pure parce que la relique même qui se trouve dans la statue reliquaire semble être un fil d'or. Ça ne semble pas être une relique qu'on appelle tout simplement osseuse ou une relique molle. On ne sait pas à quel point Saint Clair était présent physiquement,
à cette époque-là s'il y avait autre chose que cette relique qui nous reste aujourd'hui, car les Sœurs de la Visitation ont peut-être eu une dégradation de la relique précédente ou une réhabilitation de la relique en tout cas. On a vu qu'il y avait eu quand même beaucoup de destructions, de reliques qui ont été perdues et qui ont disparu, c'est une possibilité. Après, c'est vrai qu'on peut se demander simplement si Sinclair ou un autre saint, mais il nous paraît un candidat plutôt sérieux, aurait pu être à l'origine d'un martyrium. Très clairement, qui est l'une des hypothèses qui a été largement défendue au départ dans l'étude de la Rotonde, qui était, pourquoi pas, un lieu de visite, de recueillement autour d'une relique qui aurait été pendue à ce fameux crochet qui est au-dessus de la voûte de la Rotonde, dont on n'a aucune explication aujourd'hui, et sur lesquelles les archéologues se penchent avec beaucoup de curiosité, sans vraiment avoir de réponse. Alors justement, elle fait débat, cette rotonde. On a les archéologues et les chercheurs, les historiens, ne sont pas tous d'accord entre eux. Il faut savoir que la rotonde a longtemps été un édifice indépendant de l'église, comme on l'a vu sur les schémas tout à l'heure. C'est ensuite qu'elle y a été rattachée et que la crypte a été agrandie dans sa configuration actuelle. Mais c'était un bâtiment indépendant qui pourrait éventuellement plaider en faveur du baptistère. Donc on défend le martyrium, d'autres défendent le baptistère, certains encore défendent le ciborium. Donc on a quand même 3 hypothèses pour le même bâtiment et rien ne permet de façon absolument certaine d'en définir l'usage strict. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui ne colle pas ou colle avec autre chose. La piscine baptismale n'a pas vraiment une forme de piscine baptismale, pas tout à fait. Le martyrium, oui, mais effectivement, pour quel saint ? Parce que l'église était déjà attribuée, c'est un petit peu obscur. En même temps, on y verrait, on a la fenêtre, on a l'œil de bœuf, on a plein de choses, on a même une tour de défense. L'église qui avait une tour de défense. Clairement. Pour défendre quoi ? C'est un petit peu... Au Moyen-Âge, qui est devenu ensuite un clocher. Mais... Voilà, dans un premier temps, ça avait un but défensif, il faut quand même le reconnaître. Les hypothèses sont tellement multiples et on n'a tellement au final pas d'éléments de réponse certaines. On peut même se demander si au final la rotonde elle-même n'est pas déjà un réemploi. Un baptistère réemployé en martyrium ou l'inverse, on ne sait même plus, on est un petit peu perdu. Pourquoi pas une multifonction en effet ? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été à un moment donné un martyrium, puis un fond baptismal ? Un édifice transformé. Voilà, pourquoi pas émettre cette hypothèse de plusieurs utilités à travers le temps. Mais c'est vrai que du coup, à l'image des recherches autour de la rotonde, les recherches autour du site dans sa globalité ont été quand même très compliquées pour les historiens, mais aussi pour nous qui avons essayé de rassembler un petit peu nos billes pour vous présenter ce podcast. C'est pour ça que pour les recherches, on est allé, pour vous restituer le travail informatif que vous avez écouté tout le long de ce podcast, on est allé chercher les apports d'informations de la dame qui nous a fait la visite lors des Journées du patrimoine, Monique Daquin, qui a écrit un livre sous la tutelle des Amis du Vieux Chambéry, que je vous invite à aller consulter si vous êtes dans le coin, qui sont en fait en quête de recherche et de restitution de recherche historique sur Chambéry. Donc elle a publié son livre sous cette tutelle-là. Nous avons aussi fait appel à un livre qui est fait par la Société savoisienne d'archéologie et d'histoire, qui se penche vraiment un petit peu plus sur l'aspect archéologique de la structure de l'Éminck. Et nous avons dû aussi chercher des apports, que ce soit à la médiathèque ou à la médiathèque. On s'est rendu compte en faisant les recherches qu'ils faisaient une exposition sur l'Éminck à Chambéry. Oui, absolument. Exposition qui avait lieu à l'hôtel de Cordon, donc le SIAP, qui était l'Éminck sous nos pieds. Donc on fera peut-être une petite vidéo à part entière sur vraiment les fouilles, parce que là ce n'est pas uniquement le site de l'Éminck, c'est vraiment l'occupation antique, les vestiges antiques qu'on a pu trouver de la ville de Chambéry. Donc on remet dans le contexte et on y parle de l'Éminck. C'est d'ailleurs là-bas qu'on a vu les plans de l'église pré-romane aussi, qui ont été mis au jour par l'INRAP en 2015, dont on parlait tout à l'heure. Et ça reste intéressant en termes de découverte, en termes de situation. C'est un petit peu beaucoup orienté archéologie, donc on fera peut-être ça dans un deuxième temps. Le principal problème de Saint-Pierre-de-Léminck, c'est quand même qu'elle est fermée au public. Oui, très clairement, qui a été le premier obstacle auquel on s'est buté quand on a voulu faire cette démarche vers l'Éminck. On cherchait tout simplement un édifice religieux ou un édifice important aux alentours pour aller visiter. Et on a vu que l'église priorale du coin était celle de l'Éminck, donc on s'est dit... Avec la rotonde. Si c'est une ancienne église et qu'en plus, en fouillant sur notre ami Google, on a vu cette crypte absolument merveilleuse, on s'est dit il faut aller le visiter, mais on a aussi vu qu'elle
était fermé au public. Donc il a fallu attendre les journées du patrimoine, se rendre compte qu'on pouvait s'y inscrire pour aller le visiter. Sauter sur l'inscription. Ce qu'on a fait tout de suite. Et ensuite, au suite de cette visite, on était un petit peu frustrés de ne pas pouvoir rester plus longtemps, faire des photos, etc. Et comme j'avais mon appareil lors des journées du patrimoine pour ne rien rater de tout ça, c'est en fait un paroissien qu'on remercie encore, merci beaucoup Fabien, qui m'a proposé de me mettre en relation avec les paroissiens et avec le père d'Astrich, qu'on remercie également, pour pouvoir faire une seconde, une troisième, une quatrième et bientôt une cinquième session de shooting à l'Eminck et compléter tout simplement notre rapport d'information sur l'église. Grâce à Antoine d'Argentlieu d'ailleurs, que nous remercions également chaleureusement. C'est vrai que pourquoi il est fermé au public ? On peut se poser cette question, parce que c'est vrai que c'est dommage, un tel lieu d'histoire. On l'évoquait précédemment, le site a d'énormes problèmes d'humidité, toujours à l'heure actuelle, et ça pose un problème de conservation de la crypte, alors de façon un petit peu multidimensionnelle. Dans un premier temps, la mise au tombeau, dont on vous a parlé dans l'article et qu'on n'a pas du tout évoqué dans le podcast, donc il ne faut pas le dire. Et on vous laisse aller lire dans l'article. Voilà, article qu'on vous laisse aller voir sur notre site. Les mises au tombeau, les têtes ont été déposées. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été vandalisées à la Révolution, si ma mémoire est bonne. On a essayé de les restaurer pour les remettre en état. Problème, on n'a pas réussi à les fixer de manière fiable et de manière solide. Ce qui fait que les têtes menaçaient de tomber, donc on a dû les redéposer, de les déposer une seconde fois. Elles sont actuellement dans les réserves du musée savoisien, en attendant qu'on puisse les restaurer de manière définitive. On a aussi les fameuses peintures à séco du plafond de la crypte, qui sont quand même sublime, magnifique, ouais. Qu'on a mise au jour au XVIIIe siècle sous un enduit de plâtre et absolument hideux. Les restaurateurs ont dû tout frotter au ciseau de bois, pas de métal, et après avoir imbibé le plâtre d'eau. Donc le pendant d'avoir mis au jour ces peintures, c'est qu'avec l'oxygénation des personnes qui visitent et également avec l'humidité, elles s'abîment à vue d'œil. Donc c'est vraiment deux problématiques qui font qu'il va falloir trouver une réponse avant de pouvoir l'ouvrir complètement au public. Effectivement, après en avoir discuté avec les différents acteurs, on pourrait éventuellement envisager quelque chose en petit groupe de façon assez ponctuelle, mais c'est vrai que c'est deux problématiques assez compliquées. C'est dans cette démarche que s'inscrit le podcast que vous venez d'écouter, dans le sens où on souhaiterait pouvoir réouvrir l'Eminck au public. On vous en a parlé là longuement pour vous faire le rapport historique de l'Eminck que nous avons pu formuler, mais également le shooting que nous avons fait, ces recherches historiques, etc. Nous souhaiterons peut-être à terme les proposer au grand public sous format, je sais pas, d'un petit guide, d'un petit livre ou tout simplement d'une visite guidée, perceptible que ce soit en ligne ou autre. Enfin, tout ça c'est en discussion, mais c'est en tout cas inscrit dans cette démarche qui était celle des Amis du Vieux-Chambéry, qui est celle de la paroisse de valorisation du patrimoine, et on espère que vous y êtes aussi sensibles que nous, et c'est en tout cas pour ça que nous avons fait tout ça. C'est vrai que c'est un vrai petit bijou, c'est une petite église qui au final est assez nichée dans un faubourg de Chambéry, mais c'est vraiment un joyau. Écoutez, si vous passez dans la région, essayez de vous y rendre, dans les environnements des Journées du patrimoine, on va dire. Elle vaut vraiment le coup, elle nous a vraiment intéressés. Nos recherches dessus sont pas finies, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est sans fin. On découvre toujours un petit peu des bribes d'informations qui donnent envie d'en savoir plus. Effectivement, je pense qu'on fera un épisode 2, parce qu'il faut également qu'on vous parle de Marie-Marthe Chambon, qui est quand même un personnage important. Voilà. Donc cette démarche de valorisation du patrimoine fait aussi partie de la démarche de notre projet global, qui est de parler des choses qui sont un petit peu tabous. C'est vrai que quand on n'est pas forcément croyant, les églises et la religion, pas forcément. Oui. Ce qui est un peu dommage, parce que ça reste quand même un patrimoine historique au-delà de notre spiritualité, qu'on y croit ou tout pas. C'est un morceau d'histoire, des fois, parfois central de l'histoire, parce que tout se faisait dans les édifices cérémonieux. Et c'est ce qui soude la société. Donc d'un point de vue anthropologique, c'est passionnant de voir comment se construisaient aussi les choses de notre passé autour de nos édifices. Il se trouve qu'en France, la religion principale était celle-ci. Mais voilà, vous verrez dans d'autres podcasts sûrement d'autres cultures qui se centreront autour d'autres lieux de cérémonie sur lesquels nous traiterons aussi. Tout à fait, et d'autres pratiques. Et vrai qu'on comprend pourquoi l'Eminck tient autant à cœur à ses paroissiens. Elle est quand même magnifique et extrêmement chargée d'histoire. D'ailleurs, on les remerciera jamais assez. Les paroissiens, le père, je tiens à le faire une deuxième fois, parce qu'ils ont vraiment été d'une aide très précieuse. Très clairement.
Et on vous dit à bientôt. On espère vous revoir très bientôt. On espère que vous avez passé un bon moment à écouter ce podcast. Voilà, pour ce premier épisode de Good Morning Witches. Et on vous dit à très bientôt. Salut!